Chers collègues, donc j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de la désormais traditionnelle enquête pratique et usage en gériatrie et gérontologie sur la prise en charge nutritionnelle orale. Donc l'audit a été réalisé un jour donné, donc c'était le 22 juin 2015, par l'intermédiaire des questionnaires qui vous ont été adressés. Donc ce questionnaire a été réalisé sous l'égide de la SFGG et du groupe Gériatrie Nutrition. Donc la dénutrition reste un problème majeur chez le sujet âgé, et chez le malade âgé en particulier, de par sa fréquence, sa gravité, etc. Il y a de nombreuses recommandations que vous connaissez tous, HAS, mais aussi des recommandations des sociétés internationales. Et il importe de savoir quelle est la vraie pratique dans la vie courante, dans nos structures gériatriques et les pistes d'amélioration éventuelles. Donc les critères d'inclusion étaient simples, c'était des sujets de plus de 80 ans qui étaient hospitalisés dans nos structures et qui bénéficiaient d'une complémentation nutritionnelle orale, la plupart du temps sous forme de briquettes ou autres. Donc les résultats que je vais vous présenter concernent les résultats préliminaires. Donc il y a eu 2581 retours de questionnaires, 1812 ont été traités pour cette analyse préliminaire à partir de 118 structures. La plupart des patients étaient hospitalisés en EHPAD ou en soins de longue durée et 40% à peu près en court séjour et en SSR. L'âge moyen était d'environ 89 ans et on voit qu'il y a à peu près 3% de gens qui ont plus de 100 ans, avec une prépondérance féminine comme attendu. Les ADL, la distribution n'est pas gaussienne, comme vous pouvez le constater, ce qui est en accord avec les centres participant à l'étude, avec nombre de patients en EHPAD ou en USLD, donc avec beaucoup de patients avec une perte d'autonomie complète. L'ADL médiane était à 2. Le nombre de médicaments pris par ces patients était en moyenne d'environ 7, ça se recoupe avec la médiane, avec un maximum quand même de 22. Alors c'est en accord avec des pathologies associées multiples, comme attendu, avec en premier lieu, bien entendu, des démences, plus de 50%, la dépression, très fréquente, les insuffisances d'organes, l'insuffisance cardiaque, 20%, l'insuffisance rénale, 20%, le diabète, 15%, l'insuffisance respiratoire, également 15%, beaucoup de vasculaires, avec à peu près 15% d'antécédents de nécrose, d'artériopathie ou d'antécédents d'AVC, avec ou sans séquelles, et à peu près 20% de cancer. Les autres comorbidités étaient également non négligeables, bien entendu, avec des patients chuteurs pour un tiers d'entre eux, 15% présentaient des escarres, 30% des troubles de déglutition et 28% étaient en convalescence après une pathologie aiguë ou étaient en cours de pathologie aiguë, pour 22% d'entre eux. Donc des patients à haut risque de dénutrition, d'autant plus que 55% nécessitaient une aide à l'alimentation. Alors, vous avez répondu donc à 83% que ces patients qui recevaient une complémentation étaient dénutris, ce qui est logique. Alors, sur quels critères ? Eh bien, le critère perte de poids donc, a été renseigné à peu près dans 40% des cas. Et cette perte de poids était significative chaque fois qu'elle était déclarée, puisque dans 45% des cas, ça correspondait au critère HAS, et dans 55% des cas, on avait quand même une perte de poids de 5% au minimum en l'espace de 6 mois, donc ce qui est quand même une perte de poids très significative. Alors, le poids est renseigné dans 40% des cas, ce qui est logique avec les résultats précédents, et l'IMC est présent dans la moitié des cas, c'est-à-dire à peu près 20% des patients, et l'IMC médian est à 21, ce qui veut dire que chaque fois que l'IMC est renseigné, la moitié de ces patients présentent une dénutrition claire. Le MNA est renseigné dans 10% pour le MNA short form dans 10% des cas et le MNA dans 10% des cas, avec à chaque fois des scores médians qui sont dans le seuil du pathologique. Les dosages biologiques sont réalisés assez fréquemment et renseignés dans 45% des cas, avec une valeur médiane de 31 grammes, donc ce qui veut dire que plus de 400 patients avaient finalement une dénutrition sévère, répondaient à des critères de dénutrition sévère. Et la CRP donc, a également été renseignée fréquemment, dans un tiers des cas, avec une valeur médiane de 15 mg par litre, ce qui traduit un état inflammatoire chronique. Une enquête nutritionnelle est réalisée dans à peu près 2 tiers des cas. La surveillance des apports est réalisée dans 80% des cas. Et en ce qui concerne les structures, du personnel est dédié dans la quasi-totalité des structures pour la nutrition, 93%, et très souvent une diététicienne dans 86% des structures.
Alors, les apports sont-ils quantifiés? Eh bien, vous avez répondu à 31% qu'ils étaient quantifiés, mais en fait, on n'a que 22% qui bénéficient d'une évaluation des apports par une diététicienne. Alors, les apports caloriques, de façon plus précise, sont renseignés de façon assez minoritaire, dans 5% des cas, et les résultats sont intéressants, puisqu'on voit que la médiane est à peu près donc à 1700, c'est-à-dire par rapport au poids moyen des apports caloriques satisfaisants, mais ça veut dire que la moitié de ces patients ont des apports caloriques qui ne sont pas satisfaisants. Il existait une complémentation orale à l'entrée dans 17% des cas, ce qui est en accord avec à peu près 37% de patients en SCG ou en SSR, donc ça fait à peu près la moitié de ces patients. L'alimentation enrichie est donnée chez 61% de vos patients. Il y a une possibilité de cuisine enrichie, donc par rapport à la structure, dans 80% des structures. Et cet enrichissement est déclaré comme étant réalisé dans également 80% des structures avant les CNO, ce qui est conforme au recours. Des collations sont distribuées dans la quasi-totalité des structures, au moins une fois par jour, au cours de la journée. Le type de complémentation qui était donné concernait des complémentations hyperprotéiques, qu'elles soient hyperénergétiques ou non, à 83%, et seuls 18 patients bénéficiaient, lors de ce jour d'enquête, d'une nutrition artificielle, qu'elle soit entérale ou parentérale. Alors, comment est suivie la prise des CNO? Eh bien, il y a un suivi de la distribution et de la prise qui est assuré dans 95% des structures. Le complément est pris entièrement dans 49% des cas, et dans 33%, il est pris partiellement, ce qui est plutôt au-dessus de ce qui est attendu habituellement. Le poids est surveillé une fois par semaine dans 20% des cas et une fois par mois dans 60% des cas. L'albumine est surveillée dans 30% des cas une fois par mois. Dans 2/3 des cas, il y a un suivi par la diététicienne. Et il y a une évaluation de l'appétit et des prises alimentaires dans également 2/3 des cas. Donc au total, une grande exhaustivité pour la plupart des réponses à ce questionnaire, donc qui traduit une grande vulnérabilité de la population qui est prise en charge, une ADL qui est basse, une pluripathologie sévère, une plurimédication, une aide à l'alimentation, etc. Donc facteur de risque majeur. La qualité de prise en charge est certaine, avec un suivi nutritionnel de qualité. Il y a du personnel dédié dans la plupart de vos structures, avec présence de diététiciennes. Certains paradoxes, toutefois, méritent d'être relevés. L'enrichissement n'est présent que dans 60% des cas pour les patients un jour donné, alors que finalement, les recommandations tendraient à dire qu'il faudrait que ce soit supérieur, alors qu'il y a une possibilité d'enrichissement dans la plupart des structures. L'évaluation de la dénutrition, donc les apports sont la plupart du temps notés, etc., mais il n'y a pas de quantification parfois précise. Et puis, les critères HS sont finalement pas toujours renseignés. Le suivi de la distribution, le suivi de la prise est réalisé de façon très optimale, dans plus de 90% des structures, mais là aussi, le suivi des critères nutritionnels de façon plus précise et l'évolution de l'état nutritionnel est un peu moins détaillé. Donc tout ceci laisse envisager des pistes d'amélioration pour le futur, même si la prise en charge est déjà très satisfaisante, et peut-être aussi une meilleure collaboration entre les diététiciennes, finalement, et les équipes soignantes. Merci à toutes et à tous.